Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, Chercheurs auteurs en sciences humaines et sociales, sont nos invités chaque mois Pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. notre histoire. nos territoires, À écouter, à regarder et à lire. Chers auditeurs d'Oliron la Caraïbe, bonjour, c'est Stéphanie et aujourd'hui je reçois Céline Flory. Elle est docteure en histoire, chargée de recherche au CNRS. Elle est membre du laboratoire Monde américain et depuis 2012, membre du bureau du Centre international de recherche sur les esclavages, le CIRESC. Elle a été également membre du programme ANR Alter, Histoire orale et alternative dans la Caraïbe, 19e et 21e siècle. Ses recherches doctorales analysent l'engagisme africain à la Guyane et aux Antilles françaises, c'est-à-dire le système mis en place par le gouvernement impérial du Second Empire après l'abolition de l'esclavage promulguée le 27 avril 1848 pour recruter, acheminer et mettre au travail des Africains munis de contrats d'engagement et de travail de plusieurs années. Ces recherches visent maintenant à élaborer une histoire sociale des travailleurs africains, indiens et chinois arrivés sous contrat d'engagement et de leurs descendants afin de préciser les reconfigurations politiques, économiques, sociales, culturelles et raciales des sociétés françaises de la Caraïbe depuis la phase du post-esclavage jusqu'à la période contemporaine. Céline Flory, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez choisi de faire des études d'histoire? Oui, tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente de participer à ce podcast. Alors, comment je suis arrivée à faire des études d'histoire? En fait, ça a commencé plutôt par une pratique artistique, puisque mon goût pour l'histoire est vraiment lié à un goût pour l'Afrique de l'Ouest. Lors de mon adolescence, j'ai fait de la danse guinéenne qui m'a conduite à faire des voyages en Afrique de l'Ouest. Et au moment du bac, et qu'il fallait que je choisisse vers quoi m'orienter, j'avais pas forcément une passion totale pour la discipline historique. Mais c'était les cours, j'avais eu des profs d'histoire au collège et au lycée, et c'est vraiment la discipline qui m'avait le plus interpellée pour donner des clés de compréhension du monde. Et l'adolescence, c'est un peu le moment où on a un peu de nos premières grandes désillusions sur comment fonctionne le monde. Et je trouve que l'histoire était un peu l'endroit où j'avais un peu des clés de compréhension de ce qui se passait. Et en fait, du coup, pourquoi le choix de cette discipline, mais aussi, et c'est là où je parlais de la pratique de la danse guinéenne, c'est que je voulais faire de l'histoire du continent africain. C'était vraiment mêler ces deux intérêts. Et j'avais trouvé qu'à l'université Paris 1, il y avait une formation justement dès les premières années universitaires d'histoire du continent africain. Donc, j'ai choisi cette voie-là. Du coup, j'ai travaillé jusque ce qui, à l'époque, était le DEA, aujourd'hui la fin du master, sur l'histoire de la Sénégambie au 19e siècle. Et pendant toutes ces études-là, j'ai découvert par un autre biais la littérature caribéenne. Et du coup, pour mon sujet de thèse, j'avais envie de continuer à travailler sur l'histoire du continent africain, l'histoire coloniale française et l'histoire de la Caraïbe. Et je suis tombée, il faut le dire, un peu par hasard, sur le Moniteur de la Martinique de 1858 à la Bibliothèque nationale de France, où ils sont conservés. Et je suis tombée sur une annonce qui proclamait l'arrivée de 500 immigrants africains à Fort-de-France en 1858, ce qui n'a pas manqué de m'étonner, sachant qu'on était 10 ans après l'abolition de l'esclavage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tirer ce fil de ces immigrants africains. D'accord, alors un parcours très intéressant, hein. Justement, vos travaux de thèse et l'ouvrage que vous avez publié après portent sur la période qui a suivi l'abolition de 1848
et qui a vu la mise en place de l'engagisme. Pour nos auditeurs, comment définiriez-vous ou décririez-vous l'engagisme? Alors, l'engagisme, qui est appelé à l'époque l'immigration, d'où le terme d'immigrant africain trouvé dans le journal dont je vous parlais tout à l'heure, l'immigration réglementée, et aujourd'hui les chercheurs nous dénommons ce système l'engagisme, est en fait un système migratoire de travail. Donc, c'est à la fois une forme de migration de travail particulière et un système de travail particulier qui consiste à donc recruter des travailleurs, enfin, là en l'occurrence c'est pas dans le monde entier, mais là pour le coup sur le continent africain, en Chine et en Inde, leur faire signer dans le port d'embarquement des contrats d'engagement de travail de plusieurs années qui vont de 5 à 10 ans pour les emmener très loin de chez eux, là en l'occurrence en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, mais il y en a eu aussi pour la Réunion et pour l'ensemble en fait des colonies, et de les emmener faire ces années de travail, donc loin de chez eux. Et en fait, c'est une forme, alors c'est voilà, un type de migration de travail. Le contrat est signé avant le départ et ils arrivent en colonie avec ce contrat. Et c'est une forme de travail particulière parce que ce sont des contrats qui sont insécables, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen de rompre leur contrat d'engagement avant la fin des termes. Donc, je vous le rappelle, c'est 5 ou 10 ans. Donc, c'est des engagements à très long terme. Et en fait, ils doivent, donc, contrat insécable, en fait, ils ne choisissent pas leur employeur. C'est-à-dire ils sont obligés de s'engager pour la personne qui acquérera le contrat d'engagement à l'arrivée dans les colonies. Donc, pas de choix de son employeur. Et troisième grande caractéristique, ils ne choisissent pas le travail qu'ils vont faire. C'est-à-dire que si votre contrat il est acquis par quelqu'un qui a besoin d'un domestique, vous allez être domestique. Si c'est par un planteur et qui va vous mettre qui a besoin de main-d'œuvre pour ramasser la canne, vous êtes dans un champ de canne. Vous ne choisissez pas du tout, vous n'avez aucun mot à dire sur votre employeur, le type d'emploi effectué. Et ensuite, aussi, ça c'est très intéressant, le salaire est prédéfini dans le contrat et il n'est jamais renégocié en fait. Si vous êtes à 50 centimes par jour, 10 ans plus tard, vous êtes toujours à ce terme-là, ce qui protège les employeurs d'une réévaluation par rapport au coût de la vie et tout ça. Et en fait, le système est que vous avez des salaires qui sont faibles. Vous vendez en gros votre force de travail et en échange, l'employeur doit vous loger, vous nourrir, vous vêtir et normalement vous apporter les soins médicaux dont vous pouvez avoir besoin pendant votre temps d'engagement. Voilà vraiment cette forme de travail qui est l'engagisme et qui est une forme de travail qui a été mise en place par à peu près toutes les puissances européennes dans leurs colonies anciennement esclavagistes, donc vraiment suivant l'abolition de l'esclavage, qui a concerné aujourd'hui, on estime qu'au 19e, pour l'ensemble de la Caraïbe, anglophone, francophone, hispanique, il y a eu à peu près plus de 800 000 engagés qui ont été amenés dans ces colonies suite aux abolitions de l'esclavage, très majoritairement venant du continent, enfin de l'Inde. Alors justement, vous nous dites qu'ils n'ont pas le choix de leur employeur ni du travail qu'ils doivent faire, que le salaire est bas et fixe. Donc au final, à quoi s'engagent-ils? Quel type de contrat signent-ils? Et pourquoi alors parle-t-on de liberté forcée? Dans ce système-là, ils s'engagent à fournir leur force de travail, 12 heures par jour, contre un salaire certes maigre et une prise en charge de leur logement, comme je vous disais. Donc, ils sont censés, mais c'est une forme qui est définie aujourd'hui comme une forme de travail contraint, du fait justement que c'est des contrats insécables et de tout ce que je vous ai décrit, contrairement à ce que peut être un travail libre qu'on comprend aujourd'hui. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au 19e, il y a très peu de formes de travail libre comme on les connaît aujourd'hui, en fait, en tout cas en Occident. La contrainte dans l'engagement de travail est très fortement répandue dans le monde entier au 19e siècle, en fait. Donc, par exemple, il n'y a pas, sur cette forme de travail, elle n'engage pas beaucoup de débats, en fait, D'accord. sur le fait que ça soit, que les gens aliènent une partie de leurs droits. Il n'y a pas un droit du travail qui impose le fait que vous pouvez vous défaire d'un contrat de travail, si vous voulez. Ce n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Voilà. Après, la question de la liberté forcée, c'est quelque chose qui est vraiment
très spécifique à l'engagisme africain. Dans l'engagisme, il y a vraiment un article, parce que c'est très légiféré, c'est organisé par l'État français, subventionné par l'État et surveillé par l'État. Et il y a des textes de loi qui encadrent cette forme de migration de travail. Et normalement, les travailleurs qui vont s'engager, qu'on appelle en général les engagés, doivent être volontaires, donc évidemment de statut libre au départ, et volontaires dans leur engagement, c'est-à-dire au moment où ils sont censés signer leur contrat d'engagement, et d'avoir donc connaissance des conditions de celui-ci que je venais d'exposer. Dans les faits, aujourd'hui, on sait que pour la majorité d'entre eux, par exemple, le fait que le contrat était insécable n'était pas écrit dans le contrat lui-même, qui étaient des contrats où il y avait des interprètes qui transmettaient normalement le contenu du contrat. Donc la question du volontariat, même si elle est obligatoire dans la législation, n'est pas du tout, est une définition très floue en fait, concrètement. Et il y a même, on le sait, je pense à des contingents de travailleurs indiens qui ne savaient même pas où ils allaient arriver, en fait. Si c'était, et on voit des fois aussi dans les archives un contingent qui devait arriver en Guadeloupe et au final, il arrive en Martinique. Donc, on voit très bien que les personnes engagées, elles ne sont pas du tout décisionnaires et au courant d'où précisément elles vont arriver pour travailler pendant plusieurs années. La question de la liberté forcée, elle ne vaut que pour l'engagisme africain, qui est un engagisme qui est encore beaucoup plus contraint que ce que je viens de vous énoncer et qui est très spécifique. Alors justement, on va parler de cet engagisme africain puisque vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Tout d'abord, qui sont ces engagés africains qui arrivent dans les colonies françaises? D'où viennent-ils? Et puis, quelles sont les particularités de cet engagisme africain? Alors, je vais commencer par la particularité qui est énorme et qui crée une énorme différence avec l'engagisme des Indiens ou des Chinois. C'est que la très grande majorité des engagés africains proviennent de ce qui va être appelé par le gouvernement français le rachat préalable de captifs. En fait, dans cet engagisme, contrairement à la législation qui, comme je vous l'ai dit, imposait la liberté des individus et leur consentement à l'engagement, là, même si dans un premier temps, les premières années, il y a des recruteurs qui vont s'adresser à des populations africaines de conditions libres, ces derniers vont composer vraiment une minorité dans cet engagisme africain et la majorité vont être en fait achetés sur des marchés d'êtres humains encore en activité dans la région autour du comptoir français du Gabon et à Loango, donc c'est un peu au sud du Gabon, et surtout sur la rive droite du fleuve Congo. Et donc des recruteurs français autorisés par le gouvernement français qui a des contrats avec le gouvernement pour recruter un nombre fixé de personnes, achètent ces individus donc à des courtiers d'êtres humains, leur dressent des contrats d'engagement, bien évidemment, qui ne sont pas signés, et dont, je pense, les personnes qui viennent d'être, donc étaient des captifs ou qui ont été esclaves avant, mais en tout cas, à ce moment-là, sont vendus à des recruteurs français, n'ont pas connaissance, sont mis à bord de bateaux. Mais si vous voulez, sur ces contrats, il y a une sorte d'astuce. C'est-à-dire que sur les contrats, il y a écrit, par exemple, on a dans les archives un contrat de Kiluemba, qui est un jeune homme de 23 ans, qui lui va arriver en Guadeloupe, et il y a écrit Kiluemba, 23 ans, noir libre là il y a le nom d'un village au Congo, s'engage volontairement et consent à aller travailler pendant 10 années en Guadeloupe. Et vous voyez, c'est-à-dire que quand ils arrivent aux Antilles ou à la Guyane, bah, de fait, il n'y a plus d'esclavage, donc ils sont de fait libres. Et sur ce contrat, il y a écrit noir libre. Et du coup, c'est d'où le titre que j'avais donné à mon ouvrage de liberté forcée, c'est-à-dire que c'est des individus qui sont captifs, qui sont achetés. Donc, le consentement et ce qu'ils veulent faire n'est absolument pas la question, sont mis à bord de bateaux, sont emmenés dans la Caraïbe et débarquent. De fait, ils sont libres de statut, mais ils se retrouvent avec des contrats d'engagement qu'ils ne peuvent rompre, comme je vous ai expliqué, qui durent là une dizaine d'années, et donc ils sont libérés pour être fait engager, c'est-à-dire être forcés à travailler
pendant un minimum de 10 années, qui, dans les faits, on y reviendra peut-être, va durer beaucoup plus que 10 ans. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Si vous voulez, alors en termes de genre, il y a un tiers de ces individus, enfin de ces engagés rachetés. Je vais les appeler rachetés pour bien définir qui sont des femmes. Donc un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. C'est des gens qui sont plutôt âgés entre 15 et 25 ans. Donc des gens assez jeunes. Et pour vous donner une idée des chiffres, il y en a eu 10 000, plus de 10 500 qui sont arrivés en Martinique, plus de 6 000 qui arrivent en Guadeloupe et plus de 1 800 qui arrivent en Guyane, en fait, dans des périodes relativement courtes, puisque ces recrutements s'effectuent de 1854 à 1862, avec quelques différences selon la colonie dont on parle. Donc, c'est plus de 18 500 personnes qui sont recrutées. Et pour la Martinique et les Guadeloupes, les rachetés représentent 97% de ces Africains engagés. Vous voyez, il y a une énorme majorité de rachetés. Et en fait, ils sont majoritairement rachetés à Boma, qui est une ville où il y avait beaucoup, au milieu du 19e siècle, de marché d'êtres humains encore en activité, enfin, de marché d'êtres humains pour l'exportation transatlantique. Et du coup, les recruteurs français les achètent principalement dans cette région. Donc, c'est la rive droite du fleuve Congo. Il y a une partie aussi qui est rachetée à Loango et une partie, mais beaucoup moindre, qui est rachetée aux alentours du comptoir français du Gabon. Et pour la petite minorité, mais qui représente quand même plusieurs centaines d'individus, d'Africains de statut libre au départ, qui sont recrutés de 1854 à 56, donc vraiment les premières années du recrutement. Eux, ils viennent en partie de Gorée, donc au Sénégal actuel, Bissau, Freetown en Sierra Leone et un petit peu de Monrovia, donc ce qui est le début de la République du Libéria, et la majorité de ces Africains de statut libre au départ, donc qui eux s'engagent volontairement, mais sur des informations fallacieuses en fait données par le recruteur, viennent de ce qu'on appelle la côte de Krou, donc ce qu'on appelle les Kromans, qui enferme un terme générique qui définit différentes populations qui se trouvent aujourd'hui entre le littoral qui prend sur une partie du Libéria et une partie de la Côte d'Ivoire actuelle. Voilà, donc en fait, cette catégorie d'immigrants africains, qui est une catégorie coloniale, recouvre en fait des gens d'origine et même alors, certes, ils sont tous nés à peu près sur le continent africain, mais de fait, ils viennent de pays et de populations aux cultures et aux religions et très très différentes. C'est une catégorie qui regroupe des gens qui sont extrêmement divers et qui ont des expériences migratoires aussi de fait très, très différentes. À la lumière de ce que vous nous dites, est-ce qu'on peut conclure que l'esclavage est aboli en 1848, mais qu'il y a quand même le système esclavagiste de traite et d'esclavage qui va perdurer d'une façon différente après l'abolition? Oui, alors, clairement ce système, alors le système du rachat, il y a une très très forte continuité, tout au moins avec la traite. Puisque clairement, d'ailleurs, les recruteurs français, avec l'autorisation et le soutien, mais même matériel, puisque les bateaux sont accompagnés de bateaux de la station navale des Côtes d'Afrique françaises, donc ils sont soutenus par des représentants, enfin, des administrateurs français. Ils s'appuient sur des réseaux, les mêmes réseaux et les mêmes canaux commerciaux qui ont alimenté la traite transatlantique et l'esclavage. Donc toute cette partie du recrutement est très similaire. Et si on se met du point de vue des engagés rachetés, leur expérience de captifs achetés par des Français, où à l'époque, il y a beaucoup de négriers dits portugais qui alimentent encore Cuba et le Brésil, où il y a encore l'esclavage jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour eux, l'expérience est la même, en fait, ils sont achetés, placés sur des bateaux dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, toute cette phase-là est très similaire. Après, à leur arrivée dans les colonies, le système de langagisme a
comme je vous l'ai décrit, c'est un travail contraint, donc ça a des fortes similitudes avec l'esclavage. En plus, concrètement, les conditions de matériel et de vie dans lesquelles ils vont se retrouver dans les colonies est très proche de celles qu'avaient les esclaves des années 1840. Donc, il y a une vraie continuité. Après, il y a aussi des outils, il y a une législation qui est différente de celle de l'esclavage. Ils ont le droit de porter plainte, ils ont des représentants pour se défendre. Après, c'est bien d'avoir la loi, mais faut-il encore pouvoir y accéder et savoir s'en servir? Mais ils vont acquérir, en fait, au fil des années, les outils aussi pour défendre leurs droits. Ils ont aussi des droits légalement, les engagés. Et voilà, donc ils arrivent quand même dans une société post-esclavagiste qui va leur donner quelques marges de manœuvre qui n'auraient pas été celles de la société esclavagiste d'avant. D'accord. Alors justement, mais c'est quand même important de souligner que l'abolition ne marque pas une rupture franche, mais qu'il y a quand même certaines continuités systémiques, j'ai envie de dire. Alors justement, vous nous parlez de leur arrivée dans les colonies. Euh, Quels vont être le parcours de vie de ces engagés? Comment est-ce qu'ils vont être accueillis par la population? Quelles vont être leurs conditions de vie? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors peut-être si vous me permettez, par rapport à ce que vous avez dit de la continuité, je pense que en effet, et d'ailleurs là je ne l'ai pas souligné, le pourquoi de la mise en place de l'engagisme est aussi très signifiant dans cette continuité que vous soulignez de cette société post-esclavagiste en termes D'accord. de culture économique. C'est-à-dire que vraiment, donc c'est le gouvernement français sous la pression des grands propriétaires terriens des Antilles, de la Réunion et aussi de la Guyane, donc les anciens personnes qui avaient des esclaves, les anciens maîtres, qui mettent vraiment énormément de pression sur le gouvernement pour recourir à ce système-là. Et vraiment, le but, c'est, si vous voulez, en 1848, et les quelques années qui suivent, quelque part, les anciens maîtres perdent, enfin, n'ont plus le même rapport de force sur leur main-d'œuvre. Et ce qu'on a appelé les nouveaux libres, c'est-à-dire les anciens esclaves, réclament ardemment d'autres conditions de travail. Alors, contrairement à ce qu'on a cru longtemps, ils n'ont pas déserté les habitations, mais par contre, ils y restent, mais ils veulent négocier leurs conditions de travail et ils ne veulent absolument plus, ce qui s'entend très bien, travailler dans les mêmes conditions qu'avant. Et quelque part, les anciens maîtres sont obligés de négocier parce qu'ils n'ont que cette main-d'œuvre à disposition. Et comme l'abolition de l'esclavage n'a pas signifié un changement de perspective dans l'exploitation de ces territoires, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'en gros, OK, il n'y a plus l'esclavage, mais ça reste des colonies. Et c'est des colonies dont le but premier est de produire des produits, enfin, et de produire des denrées coloniales qui ont pour but d'être exportées vers la métropole, et tout cela à moindre coût. Du coup, la logique, si vous voulez, économique reste la même. Et c'est pas abolition de l'esclavage, puis les gens ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis on va produire, je sais pas, on va avoir une autosuffisance alimentaire. Enfin, il n'y a pas du tout de changement de projet de société en fait. Donc dans cette logique-là, les planteurs ne veulent pas de changement dans la façon dans les conditions de travail. Mais en fait, ils sont obligés de négocier parce que sinon, les gens leur disent très bien, nous, on ne travaille pas en fait. Et on ne travaille pas pour tel tarif, on ne travaille pas 24 heures par jour, etc. Donc, en fait, le recours à l'engagisme, que ça permet de reprendre la main en termes de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs qui arrivent en masse, qui sont des travailleurs étrangers, donc qui ne maîtrisent pas les codes linguistiques au début et puis même les codes sociaux de la société dans laquelle ils arrivent. Donc, ils n'auront pas les moyens de se défendre, en tout cas pas tout de suite, et qui sont mis dans ce système de travail que je vous ai décrit, donc qui est quand même un système ultra contraint. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément important. C'est aussi un système où légalement, aussitôt que le travailleur ne respecte pas son engagement de travail, il est sanctionné. C'est-à-dire qu'il va en prison et c'est un contrat de travail, donc c'est un contrat civil. Et pourtant, si vous ne le respectez pas, vous pouvez prendre du pénal.
Ce qui est normalement aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Si vous n'allez pas travailler, que vous ne le dites pas à votre employeur, vous ne risquez pas la prison. Là, c'est clairement le cas en fait. Si vous n'allez pas travailler, vous pouvez être accusé de vagabondage et aller très très vite en prison. Donc il y a tout un arsenal qui est mis en place et en fait ça va permettre c'est l'arrivée de ces, parce qu'on parle de centaines puis très rapidement de milliers de travailleurs qui arrivent dans ces territoires, bah, ça va permettre aux anciens maîtres et donc toujours propriétaires, grands propriétaires terriens, bah, de regagner une main en disant aux anciens esclaves, bah, vous voulez pas travailler à ces conditions, bah, tant pis, puisque moi j'ai 50 travailleurs là, qui viennent d'arriver d'Inde ou d'Afrique qui de toute façon n'ont pas le choix, ils vont travailler aux conditions que je leur impose. Donc vous voyez, c'est vraiment un enjeu, cet engagisme très important justement pour maintenir un système économique, mais qui est aussi un système social et politique, le plus proche possible de ce qu'il était pendant la période précédente, donc pendant l'esclavage. Et comment est-ce qu'ils sont accueillis par la population locale? L'accueil est mitigé, c'est-à-dire qu'on a à la fois, on trouve dans les sources des éléments, où, notamment dans le journal, parce que c'est évident, on a des éléments parce que c'est surveillé par le gouvernement, qui a quand même fortement conscience que ça risque de créer des tensions encore plus fortes qu'il n'est, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que de 1848, les premiers qui arrivent à engager, c'est 1852. Il y a vraiment une loi qui est passée en 52 pour permettre l'engagisme. Donc, vous voyez, c'est 4 ans après l'abolition de l'esclavage. Et pendant 48 et 52, c'est vraiment une période de négociation et de tension permanente sur les habitations entre les travailleurs et les propriétaires ou les géreurs d'habitation. Donc, c'est quand même un climat qui est tendu. Et le gouvernement sait très bien que l'arrivée de ces travailleurs, les anciens esclaves et donc les travailleurs actuels, ont tout à fait comprennent assez vite ce qui se joue avec l'arrivée de ces travailleurs, politiquement et économiquement. Donc du coup, on a des traces de tensions en fait entre ateliers d'engagés, enfin à l'époque ils disent d'immigrants et de travailleurs, et à l'époque ils les appelaient les travailleurs créoles. Il y a des tensions. Mais il n'y a pas que des tensions, il y a aussi, les gens vont vivre ensemble en fait aussi sur ces habitations et vont aussi faire des histoires communes. Mais si vous voulez, il n'y a pas à la fois, il y a pas, il y a ni une animosité très forte et très ouverte contre eux. Il n'y a pas non plus une sorte de solidarité et d'alliance des travailleurs contre les employeurs, en fait, les planteurs. Si vous voulez, c'est plus complexe que ça. Après, ils décrivent des gens qui arrivent au moment de l'arrivée des bateaux, qui sont interloqués. Il y a un article qui, à un moment, dit qu'à l'arrivée en Guadeloupe, je crois, d'un des navires d'immigrants africains, entre guillemets, il y a des gens dans la foule qui auraient crié négrier, négrier. Et qui seraient fait réprimander par la police. Je pense ils mettent la gendarmerie, en fait, quand les navires arrivent. Après, il faut avoir en tête que c'est une période où il va y avoir le rétablissement de l'Empire, donc le Second Empire, des 52. Et après, la presse est vraiment muselée. On voit des traces à la fois de tension et puis à la fois aussi, si vous voulez, il y a des mouvements de grève sur les habitations, et dans ces grèves, vous avez à la fois des travailleurs locaux et ces gens engagés, en fait. D'accord. Et on suppose que leurs conditions de vie vont être extrêmement difficiles, qu'ils vivront dans la pauvreté, ces engagés africains. Oui, oui, les engagés africains, d'ailleurs, comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ont des salaires très faibles. Ils ont un salaire de 12 francs par mois, à savoir qu'un travailleur martiniquais sur une habitation à l'époque, son salaire est d'1 franc par jour. Après, ça va descendre à 80 centimes, mais donc vous voyez le différentiel. Et en plus, c'est 12 francs par mois où il y a des retenues sur salaire en permanence. Donc, c'est des salaires qui sont extrêmement faibles. Et comme je vous le disais, la législation prévoit que l'employeur doit fournir logement, soins, nourriture, vêtements. Et en fait, à la lecture des rapports du commissaire de l'immigration, pardon, c'est la personne qui est responsable de ces immigrants et qui fait des tournées sur les différentes habitations.
Et à la lecture des rapports, on voit très bien que ils sont nourris à minima, ils sont mal vêtis, mal logés. Enfin, vraiment, c'est des conditions de vie extrêmement spartiates, en fait. Et ils n'ont pas vraiment les moyens, par leur salaire, d'améliorer un quotidien qui est vraiment très minimal, quoi. D'accord. Alors, vous nous avez beaucoup parlé des engagés africains, puisque c'était le sujet de votre thèse. Mais depuis ce travail, vous avez élargi votre champ de recherche aux engagés chinois et indiens qui vont arriver en Guyane et aux Antilles. Alors, c'était dans quelle optique, cette ouverture? Du coup, oui, j'ai élargi. Alors après, je suis encore toujours beaucoup sur les engagés africains. D'accord. Mais en fait, j'ai élargi aux engagés indiens et chinois parce que maintenant, après avoir fait une histoire un peu à un niveau, comme on dit en histoire macro, c'est-à-dire un peu plus général de cette migration et de ces migrants, aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire une micro-histoire de ces individus en essayant de poursuivre leur trajectoire, mais du coup, j'essaye d'intégrer aussi toutes les personnes qui croisent. Et sur les habitations, ou en tout cas là où ils sont placés, en général, ils partagent en fait leur travail et leur quotidien avec des engagés indiens, des engagés chinois, mais aussi des travailleurs locaux. Ils se marient avec des Martiniquaises, des Guyanaises. Et du coup, je m'intéresse aussi à tous les gens qui vont croiser. Je m'intéresse aussi aux employeurs, à tous les gens qui croisent et qui vont, voilà, et qui interviennent dans leur vie. Et l'idée donc c'est comme ça aussi que j'intègre beaucoup plus que je l'ai fait pour la thèse, le parcours et la situation des engagés chinois et des engagés indiens. Justement, en faisant cette micro-histoire, ça vous permet de dégager des parcours, des parcours de vie, des dynamiques. Justement, entre ces engagés africains, chinois et indiens, est-ce que vous observez des parcours plutôt similaires ou bien est-ce qu'il y a des différences marquantes dans la façon dont chacune de ces populations va être accueillie et traitée une fois arrivée dans les colonies? Et puis, est-ce qu'il y a des Alors, différences entre les colonies? je vais commencer par la fin de votre question parce que ce que montre vraiment enfin, une approche plus centrée sur les trajectoires des engagés, c'est tout d'abord des grandes différences, en tout cas très grandes, entre la colonie de la Guyane, donc que je travaille plus particulièrement en ce moment, et la Martinique et la Guadeloupe. En fait, ce qu'on voit pour la Martinique et la Guadeloupe, il y a vraiment la majorité des engagés, et ça, quelle que soit leur origine géographique continentale, sont destinés à la canne. C'est-à-dire, ils se retrouvent tout au moins à leur arrivée dans les champs de canne à sucre et dans les fonctions sur les habitations les plus dures physiquement et les plus en bas de l'échelle, on dirait. C'est les coupeurs de canne. Voilà. Il y a très peu d'autres affectations que les champs de canne ou l'exploitation de denrées coloniales. En fait, en Guyane, bah déjà la Guyane, c'est même avant 48, c'est pas la même société esclavagiste. Il y a pas, c'est une colonie qui n'est pas du tout la Martinique et la Guadeloupe où il y a moins d'habitations. Il ne faut pas que du sucre. Il y a du roucou surtout. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'habitations. Et surtout, il va y avoir deux éléments très importants qui vont changer un peu la destinée de la Guyane. C'est qu'en 1852, donc en même temps que l'engagisme est autorisé, il y a l'instauration du bagne. Donc la Guyane devient aussi une colonie pénitentiaire où il va y avoir plusieurs bagnes qui vont essaimer le territoire guyanais et plein de nombreux bagnards qui vont arriver tout au long du 19e siècle. Et en 1855, il y a de l'or qui est trouvé. Et du coup, il va y avoir de très nombreux anciens planteurs qui avaient des habitations de sucre ou de roucou, d'autres de café, enfin d'autres denrées coloniales, vont beaucoup investir dans l'or. Il y a vraiment comme une ruée vers l'or. Et du coup, il y a beaucoup d'engagés qui étaient au départ destinés à travailler sur des habitations de denrées coloniales qui vont se retrouver sur les placers, donc à travailler dans l'or. Donc, vous avez déjà des affectations différentes et aussi en Guyane, l'administration, comme c'est une colonie qui a toujours manqué de main-d'œuvre, l'administration elle-même, et d'ailleurs, ça va être l'engagiste le plus important. C'est-à-dire que dans l'immigration, l'engagisme africain,
l'administration guyanaise, elle va embaucher sur les 1800 dont je vous parlais, plus de 200 engagés africains qu'elle affecte à ses navires comme matelots, mais dont elle affecte au service du génie, aussi au service pénitentiaire. Il y en a certains qui ont construit plusieurs bâtiments du bagne qui va servir au bagne. Vous voyez, c'est pas du tout déjà les mêmes affectations et du coup, ça a un impact sur les trajectoires à venir. Et Effectivement. vraiment, pour la Martinique et la Guadeloupe, on voit que les engagés ont vraiment beaucoup de mal à sortir de la canne, en fait. Ça prendra plusieurs générations. Et alors là, pour revenir à votre question sur la différence entre les engagés selon leur origine géographique, ce qu'on constate, c'est que les engagés chinois, alors qui sont vraiment pas très nombreux, puisqu'ils ont été plus de 978 en Martinique et 428 en Guadeloupe. Vous voyez, pour 42 800 Indiens qui arrivent en Guadeloupe et 25 000 qui vont arriver en Martinique, et des chiffres bien plus importants aussi d'engagés africains. Donc les Chinois, c'est une minorité dans l'engagisme, mais et ils sont placés eux aussi au départ sur les habitations de Cannes. Mais on constate notamment en consultant les registres d'hypothèques qui permettent en fait de voir l'accès, enfin les acquisitions foncières des individus, ils arrivent à sortir des champs de la canne beaucoup plus rapidement que les autres, enfin rapidement, dans les années 1870. Donc ça fait quand même déjà une dizaine d'années qui sont là. Mais on voit des acquisitions de petits, enfin de commerces et en ville, plutôt en ville. Et alors que pour les engagés indiens et africains, il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir de la canne, évidemment, mais très majoritairement, ils vont rester dans le milieu de la plantation et de la canne très, très longtemps, en fait. Donc là, on voit une différence qui, à ce jour, je n'explique. Enfin, il faudrait faire des études beaucoup plus poussées parce qu'en fait, ils acquièrent quand même des biens, il faut une certaine somme d'argent. Alors souvent, ils se mettent à plusieurs pour acquérir. C'est pas tout seuls qui peuvent. Mais comme je vous le disais, les salaires sont très faibles et sont très faibles pour tous les engagés, hein. Il y a forcément, je pense qu'il y a peut-être un système de mise en commun de certains revenus qui leur permet de faire ces acquisitions une dizaine d'années après leur arrivée, ce qui ne va pas être le cas. Enfin, les autres vont mettre plus de temps, en fait. C'est vraiment un travail riche et super intéressant. On arrive déjà malheureusement à notre dernière question. Quel est selon vous l'apport de ces engagés dans la création des sociétés coloniales post-esclavagistes? À mon humble avis, l'apport de ces engagés est vraiment essentiel. Alors, il est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans ces sociétés coloniales post-esclavagistes. Il est essentiel tout d'abord déjà d'un aspect démographique, c'est des milliers de personnes qui arrivent au sein de territoires où ils vont parfois représenter presque un quart de la population qui était là. Donc, ça change démographiquement, même si il y a un très fort taux de mortalité au sein de ces populations dans les premières années. Mais ils vont du coup marquer vraiment démographiquement ces populations. Ça aussi, comme on l'a abordé, économiquement, ils ont été un apport essentiel qui a vraiment aussi permis, malheureusement, peut-être la continuité d'un fonctionnement colonial de l'économie. Ils ont aussi, mais surtout, ils ont apporté avec eux enfin, des cultures, des langues, des pratiques qui ont changé, en fait, qui ont modelé et qui ont influencé ces sociétés antillaises et guyanaises et qui les ont marquées. On le voit, on le voit encore. Et dans la langue, il y a eu des études qui ont montré aussi comment les langues indiennes, mais aussi le lingala que parlait une grande majorité des immigrants africains rachetés. Ça a influencé le créole, ça a influencé les chansons, les pratiques. L'hindouisme il y a encore aujourd'hui des temples indiens en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Donc c'est aussi tout un apport culturel, linguistique très important. En termes d'apport, justement, par rapport à ces engagés africains, il y a jusque dans les années 1870
j'avais rencontré l'ethnologue Hugues Petitjean-Roger, qui avait, dans les années 1970, enregistré auprès de travailleurs de la terre du diamant. Il avait enregistré en lingala, que les gens connaissaient encore. Donc, il y a eu aussi de la transmission qui est connue, qui est très connue, qui est la famille Massembo, qui fait le Grappa Congo tous les 1er novembre et qui chante en Kikongo, il me semble, ouais, en Kikongo, plusieurs chants pour appeler les morts pour qu'ils dansent avec les vivants, comme ils disent. Et voilà, c'est des chants qui ont été transmis par les femmes de la famille et qui viennent de ces immigrants et immigrantes africains. Donc ça, c'est vraiment aussi des individus qui sont arrivés malgré les conditions extrêmement difficiles de leur recrutement, de leur traversée, de la vie qu'ils ont pu avoir aux Antilles et à la Guyane, qu'ont amené énormément de choses avec eux et qu'ils les ont transmises à leurs enfants et bien plus largement qu'à leurs enfants, en fait, à tous les gens qu'ils ont pu croiser. Céline Fleury, merci pour cet exposé riche d'informations sur l'engagisme. Il nous donne une vision plus claire de ce pan d'histoire post-esclavagiste, encore peu connu dans nos territoires, malgré, on le voit avec vous, une recherche qui a beaucoup avancé dans ce domaine. Merci encore et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'année? Écoutez, Stéphanie, merci beaucoup pour votre invitation et j'étais ravie de pouvoir partager cette histoire, enfin ces histoires avec vous. Et ce qu'on peut souhaiter plus généralement, c'est que c'est encore des sujets qui certes ont été travaillés, mais sur lesquels il reste encore beaucoup à faire. Donc j'espère qu'il y a énormément d'étudiants et d'historiens et d'historiennes qui se saisiront de ces sujets pour se plonger dedans, parce que je pense que l'expérience de ces milliers de personnes a encore beaucoup à nous apprendre. Chers auditeurs, c'était Stéphanie pour Oliron la Caraïbe. Merci de votre écoute et à très bientôt sur nos plateformes. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, Nos territoires, à écouter, à regarder et à lire.